Bonjour, merci d'être avec nous en Bourgogne et en Franche-Comté en direct pour ce grand débat du premier tour des élections législatives. Un débat que vous pouvez suivre aussi sur Facebook où vous pouvez vous exprimer. Les lignes politiques ont-elles bougé depuis la présidentielle? Les premières mesures envisagées, réforme du Code du travail, moralisation de la vie publique, vont-elles peser? Le contexte international aura-t-il aussi une importance? Et au final, qui aura la majorité le 18 juin? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités bourguignons et franc-comtois. Bonjour Catherine. Bonjour Lilian. Alors, je commence cette présentation par Hélène Pélissard. C'est la première vice-présidente au Conseil départemental du Jura, où elle s'occupe des affaires sociales. Elle représente ici les Républicains. Face à elle se trouve François Patriat. Il représente La République En Marche, ancien ministre, ancien président de la région Bourgogne. Il est actuellement sénateur de Côte-d'Or et c'est l'un des premiers parlementaires socialistes à avoir rejoint Emmanuel Macron. Lilian Noireau est élu conseiller municipal à Montceau-les-Mines, également au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il représente ici le Front National. Il est d'ailleurs secrétaire départemental de ce parti pour la Saône-et-Loire. Et puis Nicolas Baudin est élu socialiste à Besançon et à la communauté d'agglomération. Il est premier secrétaire fédéral du PS pour le département du Doubs, c'est-à-dire que c'est lui le patron des socialistes pour le Doubs. Et puis je termine par Alexandre Émorine. Il représente la France Insoumise. Il est le coordinateur de la campagne du parti de Jean-Luc Mélenchon pour la Côte d'Or. Nous sommes un mois, jour pour jour, après le deuxième tour de la présidentielle. Est-ce qu'on en est au même point? Regardez ce sondage Ipsos Steria pour France Télé publié hier avec une projection en sièges qui donnerait une majorité de 385 à 415 sièges pour Emmanuel Macron. Hélène Pélissard, quand vous voyez ce sondage... et surtout le camembert. Le camembert bleu qui n'est pas bien gros, vous vous dites que c'est déjà perdu et que la droite, dans la foulée de la présidentielle, ne l'emportera pas. Oh, les sondages se sont tous souvent trompés, donc je ne suis pas persuadée. Ils disent tous à peu près la même chose pour ces législatives. Écoutez, on a vécu une sorte de tsunami. L'élection d'un président de la République qui n'était pas connu 3 ans auparavant, qui nous dit qu'il est ni de droite ni de gauche, qui a 39 ans. Une fois qu'il est élu, il choisit un Premier ministre de droite. Des ministres à droite et à gauche, et il souhaite gouverner le pays. Moi, quand je regarde le programme d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de mesures qui sont tout à fait compatibles avec le programme. Donc ça veut dire, comme le disait tout à l'heure Lilian, que les lignes bougent. Bien sûr, les lignes bougent. Il y a des mesures qui sont compatibles avec le programme des Républicains. Par exemple, la modernisation économique du pays, elle est nécessaire. Il faut faire bouger notre pays et nous en sommes tout à fait conscients. Là où nous ne sommes pas du tout d'accord et où nous disons aux électeurs « attention, attention, ce camembert n'est pas une bonne chose pour notre pays », c'est que le financement du programme d'Emmanuel Macron n'est pas possible. On ne peut pas faire peser encore 20 milliards d'euros d'impôts. On aura le temps, puisqu'on a une heure entre nous. Nicolas Baudin, donc pour le Parti socialiste, sur le camembert, donc il y a peu de Je propose qu'on dise sondage. Oui, sondage. Il y a peu de bleu et il y a encore moins de rose. Est-ce que le Parti socialiste est mort ? Non, le Parti socialiste n'est pas mort, tout simplement parce que pour l'instant, ce sont des sondages. Donc, il faut imaginer quand même que les gens doivent encore aller voter. Par contre, c'est inquiétant parce que j'ai l'impression que sur un parti En Marche qui va globalement de Alain Madelin à Robert Hue, si la seule alternative, c'est Mélenchon et c'est Le Pen, ça pose un vrai problème démocratique. Donc, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron risque d'avoir une majorité. Pour vous, c'est un risque ? C'est un risque parce que quand on voit ces chiffres-là, je pense que les chiffres sont beaucoup trop importants et je pense que ça lui posera un problème si effectivement il a tous les pouvoirs. On parlera tout à l'heure du problème des ordonnances. Il va se retrouver avec une majorité qui risque d'être introuvable et qui risque d'être ingérable tout simplement parce qu'il y a aussi également beaucoup de nouveaux élus qui vont arriver. On va parler de ça aussi. Je disais en ouverture, est-ce que les lignes bougent ? Parti socialiste avec une présidentielle compliquée, je pense qu'on ne dira pas le contraire. Est-ce que dans ces dernières semaines, on va dire, vous avez le sentiment que vous êtes sur la même tendance et que c'est vraiment un mauvais moment et que l'unité du parti se dégrade aussi en ce moment?
L'unité est extrêmement compliquée. Nous, ce qu'on attend, c'est effectivement la fin de cette période électorale qui était très, très compliquée, avec un mauvais score au présidentiel et un score plutôt délicat pour les législatives. Et nous, c'est dès le lendemain du second tour des législatives, en fait, la refondation du Parti socialiste et de la gauche. Effectivement, là, on est obligé de s'atteler à ce travail-là. Alors, puisqu'on parle de refondation du Parti et de la gauche, je m'adresse à Alexandre et Maureen, il y aura une refondation après. On a aussi le sentiment, quand je parlais des lignes qui bougeaient, qu'après un avant-premier tour de présidentiel assez euphorique dans votre camp, les choses ne se passent pas exactement de la même manière, qu'il y a une forme de retour sur terre. Alors on le voit dans les sondages, on le voit aussi peut-être dans l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Vous le sentez ça aussi sur le terrain ? Non, justement, sur le terrain, on voit l'inverse. On voit que la dynamique, elle continue. Et alors, c'est peut-être un peu moins médiatisé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas un Jean-Luc Mélenchon par circonscription. On ne va pas sur les mêmes terrains, alors. Donc, comment ? On ne va pas sur les mêmes terrains, alors. Bah, écoutez, nous, quand on va, en tout cas, differ des tracts, rencontrer des gens, quand on organise des réunions publiques, en tout cas, on peut vous dire que les gens sont de plus en plus nombreux aussi à venir à nos réunions. Et, pour rien vous cacher, sont même plus nombreux qu'avant la présidentielle. Parce qu'on a, je pense, il y a énormément de gens qui se sont rendus compte qu'on n'est pas passé loin. On est passé à 600 000 voix près. Bon, on ne va pas refaire le match. Hein. Mais en gros, on n'est pas passé loin. Par contre, ce que je voudrais dire par rapport au sondage du coup Camembert... Qui n'est qu'un sondage, hein, on est d'accord, il y en a eu d'autres. Voilà. Mais c'était un point de départ parce que c'est le dernier qui a été fait pour France Télé, qui est sorti hier. Mais qui est surtout l'intention de vote au premier tour. Je rappelle qu'il y a 2 tours à une élection législative. Donc, quoi qu'il arrive, ça n'aura pas lieu. Et en même temps, ça montre bien, si ça devait... D'ailleurs, on n'a pas montré l'intention de vote, on a montré les projections en siège. Donc, ce qui n'a pas vraiment, on va dire, c'est pas une réalité concrète. Le meilleur sondage, ce sera les urnes, de toute juin. façon, ça c'est sûr. Par contre, ça montre bien, si ça devait avoir en tout cas ces proportions, mais je n'y crois pas, que la Ve République ne représente plus du tout la réalité politique et sociale du pays. Ouais. Et donc ça montre bien qu'on a raison de proposer une 6e, parce qu'alors là, ce serait terrible sur l'ensemble du territoire. Donc on a l'impression que la France insoumise a bien du mal de gérer ces 7 millions de voix à la présidentielle. Et on va voir aux législatives ce que ça va donner. Voilà, c'est un ressenti. Pour le Front National, on peut dire qu'il y a un après-débat du second tour avec Marine Le Pen, qui reconnaît elle-même qu'elle a été mauvaise. Vous non plus, sur le terrain, ça ne se passe pas forcément très très bien. Écoutez, sur le terrain, on a un très bon ressenti. Je me permettrai déjà de rebondir sur cette projection. Cette projection démontre parfaitement le fait que les lignes ont bougé. D'un côté, on a 2 blocs. Les patriotes, que représente le Front National, que représente également Debout la France, et d'autre côté, les mondialistes, entre le Parti Socialiste qu'il en reste, En Marche et les Républicains. D'ailleurs, Mme Pélissard a parfaitement démontré cette coalition qui était celle des mondialistes. Pardonnez-moi, je vous coupe, vous avez trouvé qu'on vous coupe beaucoup en ce début d'émission, mais il y a aussi un autre sondage qui a été fait, qu'on aurait pu vous montrer, qui montre que dans l'esprit des Français, les 2 seuls partis qui sont des forces d'opposition, c'est certes vous, mais aussi la France insoumise. Donc dans les lignes qui bougent, on peut peut-être voir les choses d'une autre manière. En effet, mais bon, les 11 millions d'électeurs patriotes du 2e tour de l'élection présidentielle l'ont démontré. D'ailleurs, sur le terrain, on a toujours ce ressenti. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est un condensé rare de personnalités qui sont les unes autant que les autres, aussi opportunistes qu'inquiétantes. On a d'un côté un Bruno Le Maire ou encore un Gérald Darmanin qui évoquait le poison Macron et un Bruno Le Maire qui, durant la primaire de la droite et du centre, défendait une hausse de la CSG. Malgré tout, vous n'arrivez pas quand même à mobiliser, à rassembler vos troupes. Il y a un sondage, vous allez dire que les journalistes aiment beaucoup trop les sondages, qui dit que 42% des électeurs de Marine Le Pen ne se déplaceront pas dimanche. Alors, la tendance, en effet, pour les élections législatives, on est d'accord. Vous perdez beaucoup de voix. Tous les électeurs de tous les partis politiques confondus se mobilisent moins. Et donc, c'est pour ça que j'en profite ce soir autour de cette table d'inviter tous les électeurs patriotes à se mobiliser davantage. Cette élection législative, c'est le 3e tour de l'élection présidentielle. François Patria, quand vous voyez ça, vous vous dites il y a une courbe ascendante qui passait par le premier tour, le 2e tour de la présidentielle et qui continue à monter, ou ça vous semble beaucoup trop gros pour être vrai? Allez, oublions le camembert et avançons à pas compter, pour faire un mauvais jeu de mots sur le fromage de notre territoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas dans ce sondage-là que je le vois, c'est dans d'autres études d'opinion. D'abord, les Français majoritairement approuvent la formation du gouvernement, majoritairement, à plus de 50%. Et en second lieu, j'ai vu une étude d'opinion aujourd'hui qui dit que 63% des Français souhaitent donner une majorité au président. Parce qu'ils se disent quoi?
Ce président, alors on va oublier tous les clichés de Madeleine, etc., des impôts, des patriotes, on va oublier tout ça. Et puis on va aller voir la réalité, parce que ça, c'est de la caricature et du schéma d'élection qui n'a pas profité. Non, pas du tout. Il n'y a pas au gouvernement, il n'y a pas l'écart au gouvernement de Mélenchon à Madeleine. Il n'y a pas ça. C'est clair. Donc on va oublier les Benchikaya. Et dans cette campagne, qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est le chef de l'État lui-même qui aujourd'hui conduit et mène la campagne, de facto, dans l'esprit des Français. Les Français... C'est un paradoxe parce qu'il n'est pas sur le terrain de la campagne du tout. Mais malgré tout, c'est pas seulement les images qu'il donne, c'est les gestes qu'il imprime, qui le font. Depuis qu'avant, on avait beaucoup de doutes, vous savez, il n'avait pas de parti, on ne le connaissait pas, il ne serait jamais candidat, c'était le faux-né de Hollande, il n'avait pas de programme, il ne serait pas candidat, il ne serait pas élu, puis après, il n'aura pas de majorité. Et voilà, petit à petit, tous les doutes se lèvent à la stupéfaction. Des gens qui ont envie de voter pour lui disent il faut lui donner sa chance. Voilà, non, pas sa chance. Je crois que mais c'est ce que j'entends beaucoup. Si je descends du train, est-ce que c'est suffisant comme pas motif? sa chance. Pas sa chance. Ils ne disent, c'est pas ce qu'ils disent exactement. Ils disent aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui imprime fortement, à la fois sur le plan national et international, qui d'un seul coup, sur le plan régalien, où tout le monde doutait de lui, s'impose, aussi bien sur le plan de la sécurité, de la défense, qui d'un seul coup, les Français disent, eh bien, ce président doit réussir. Donnons-lui les moyens de réussir et sortons des petits schémas claniques des partis anciens qui n'ont pas vu le monde s'écrouler autour d'eux. Alors, le mondialisme, etc., les schémas classiques, j'entends bien, mais c'est en regardant le monde tel qu'il est que nous reprendrons le chemin de l'histoire. Il y avait des envies de réponse, Hélène Pélissard, Alexandre Morine. Hélène Pélissard d'abord. Oui, monsieur Patriat. Moi, je suis assez d'accord avec vous pour dire que les débuts de monsieur Macron, d'Emmanuel Macron sur la scène internationale ont été des beaux débuts. Mais pour que ça se transforme en réussite, il faut que le pays France se redresse. Et pour que le pays France se redresse, il faut que nous ayons des comptes qui s'améliorent. Moi, je lisais encore hier le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale disait le programme de Macron, c'est 60 milliards d'économies sur 5 ans, 50 milliards d'investissements sur 5 ans, donc il n'en reste plus que 10. Avec ces 10 milliards-là d'économies sur 5 ans, on n'inverse pas la courbe, on ne tombe pas à 3% de déficit et on ne rentre pas dans les critères de Maastricht, et la France ne sera pas écoutée, mais elle sera raillée, parce que nous allons donner des leçons à des gens sans être capables de mettre de l'ordre dans notre pays. Alors, je pense qu'on appelle ça, j'aime pas interrompre, mais je vais vous répondre. Vous n'êtes pas allé au bout de la logique. Le programme, c'est effectivement 60 milliards, 50 milliards. Mais les 60 milliards dont vous parlez, après, c'est tous les ans les économies. C'est tous les ans après, ce qui permettra de diminuer le déficit de la France, ce qui permettra d'investir. Après, quand on aura obtenu les 60 milliards, ils seront répétitifs tous les ans, mais au bout de 5 ans. Voilà, c'est ça. C'est pas suffisant. Comme il faut que tout le monde parle. Alexandre Morine, parce que sur les économies, vous aviez l'air de vouloir réagir, monsieur Morine. C'était aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où j'étais assez d'accord avec vous sur l'aspect nouveau monde politique. On est rentré dans un 21e siècle politique. On voit que les partis traditionnels, que ce soit le Parti socialiste ou les Républicains, le disent très bien, hein, ils sont totalement Macron-compatibles. Le Parti socialiste dit même, Jean-Christophe Cambadélis, qui veut aider le président. Bon, bah écoutez, on voit qu'aujourd'hui, les seules forces qui restent en place, la seule force en tout cas crédible face à Emmanuel Macron, qui soit aussi humaniste et républicaine, c'est la France insoumise. Et moi, je tiens à dire aussi une chose, c'est que Emmanuel Macron n'a pas une majorité d'adhésion sur son projet. Il ne faut pas oublier qu'il a été élu à 65% au deuxième tour face au Front National. C'est le mieux élu en France. Ouais, c'est le deuxième président, et vous doutez encore... Le mieux élu face au Front National, les gens n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen. C'est en ça que Marine Le Pen est la meilleure alliée, au final, d'Emmanuel Macron, puisqu'elle permet à tous les candidats... Quand François Mitterrand a été élu, il avait eu 25% au premier tour. Parce qu'il a même chose. Il a eu 24%, il n'a pas plus de 24%. Bien élu face à une candidate d'extrême droite, tout comme Jacques Chirac. En revanche, quand on regarde son action au niveau national depuis le début du mandat, pour l'instant, c'est en résumé silence radio. C'est-à-dire autant au niveau international, les poignées de main avec Trump, Poutine, etc., c'était largement relayé. Au niveau national, il y a la loi de moralisation sur laquelle, globalement, je pense que la majorité des partis vont être d'accord. Sur la modification du Code du travail via les ordonnances. Là, ça va aller très vite. Non, vous êtes formidable parce que vous nous ouvrez le chapitre suivant. Ça va aller très vite. On avait prévu de parler de ça justement. C'est l'étape suivante. Effectivement, c'est sorti hier. C'est sorti hier.
C'est le dossier chaud. Voilà, rappel des faits. Hier, donc, un projet a été présenté par le Premier ministre et par sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il a surtout fixé une méthode et un calendrier. Alors, voici les principaux points qui devront être examinés, notamment avec les syndicats. C'est le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives, c'est-à-dire fusion des délégués du personnel, des comités d'établissement et des CHSCT, ou encore l'articulation entre entreprises et branches concernant le Code du travail à l'intérieur de chacune des entreprises. Alors François Patriat, pourquoi maintenant ? Pourquoi ce Code du travail maintenant ? Alors est-ce que c'est pour simplement montrer une volonté de réforme en profondeur, donner un signal de ce côté-là, mais est-ce que ce n'est pas aussi dans le même temps risqué ? Parce que vous allez certainement, j'allais dire, ressusciter la gauche face à ce projet. Bon. Alors, d'abord, je voudrais vous rappeler ce qu'a dit le chef de l'État lorsqu'il est allé voir Mme Merkel. Il lui a dit, voilà l'Europe que nous allons refonder, et ça, c'est la première fois qu'un chef de l'État depuis 20 ans dit cela, autour des travailleurs détachés, autour d'un certain nombre de mesures, d'anti-dumping, la fiscalité, la sécurité. Il a dit en même temps, et c'est là que j'en viens, il dit souvent en même temps. Il a dit, nous allons faire des efforts. Et c'est en cela qu'Emmanuel Macron est crédible, parce qu'il va proposer des efforts autour d'un diptyque qui est très facile, protéger et libérer en même temps. La France n'attend pas. Les chômeurs n'attendent pas. Les entreprises n'attendent pas. Si on repart dans un débat style loi El Khomri, qui va durer 6 mois, qui sera voté dans 9 mois, qui sera appliqué dans 1 an et demi, l'économie n'attendra pas. Non, mais là, vous êtes en train de défendre les ordonnances. Mais bien entendu. Voilà. Mais parce que les ordonnances... Le cœur d'abord, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui le marché du travail pour créer de l'emploi ? C'était l'idée de la loi El Khomri. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Le général de Gaulle a gouverné par ordonnance. François Mitterrand a gouverné par ordonnance. On va en parler des ordonnances. Mais d'abord, le cœur quand même de la loi travail, Nicolas Baudin. Oui, monsieur François Mitterrand, effectivement, les ordonnances, c'est la retraite à 60 ans et c'est la 5e semaine de congé payé en 81. Alors effectivement, là par ordonnance, effectivement, il pouvait le faire. Non mais attendez, là on avait un sondage tout à l'heure qui montrait qu'Emmanuel Macron pouvait avoir une majorité de 400 députés à l'Assemblée nationale et on est obligé de gagner 3 ou 4 mois en évitant un débat au Parlement. Ah non, mais non, il y aura un débat. Il y aura une loi d'habilitation et une loi de ratification. Et sur le fond... Et le Parlement et le Sénat, là... Et sur le fond, on n'est pas sûr qu'en flexibilisant le droit du travail, on va, en résumé, faire diminuer le nombre de chômeurs de 1 million ou 2 millions de chômeurs. Quand vous regardez en Allemagne, la protection... Le taux de chômage est où en Allemagne ? Le taux de chômage est où en Angleterre aujourd'hui ? Ils sont où ? Dites-moi, ils sont où ? Ils sont à 5. Alors, et nous, on est à 10. On laisse terminer Nicolas Baudin et ensuite en Allemagne, un niveau de protection analogue à celui de la France, à l'heure actuelle, un taux de chômage très faible, et en même temps, on se rend compte globalement qu'il y a énormément de travailleurs pauvres en Allemagne. Non, mais c'est aussi un choix de société. Qu'est-ce que nous voulons ? Vous préférez des chômeurs ? Non. Lilian Noireau, non, mais on aurait pu avoir ce débat parlementaire de quelques mois. Voilà. Lilian Noireau, donc pour le Front National, par rapport à ce Code du travail, la réforme qui a été présentée hier, quelle est votre position ? Alors nous sommes formellement opposés à cette réforme-là. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est un projet de casse sociale. C'est un projet qui suit la ligne dictée par l'Union européenne. C'est une loi El Khomri puissance 10 qui va encore piétiner le débat démocratique. Vous défendez le fait de légiférer par ordonnance, mais c'est proprement scandaleux. Cette réforme également du marché du travail, elle va accroître davantage la précarisation des salariés, et en particulier des femmes, parce que ce sont les grandes oubliées de toutes vos politiques, qu'on vient également de le rappeler. Vous n'êtes pas chef d'entreprise, hein. Non, je suis salarié, je gagne le SMIC, donc je connais les difficultés des salariés, monsieur Patriat. Donc, monsieur Patriat, je ne sais pas couper. Donc, cette réforme-là, elle va fragiliser donc d'autant plus les salariés, mais également, elle va donner davantage de moyens au grand patronat, parce que ce ne seront pas les chefs de TPE, de PME qui vont sortir les grands vainqueurs de cette réforme. Pardonnez-moi, mais la demande, par exemple, sur les indemnités prud'homales, je me permets de vous couper, sur le plafonnement des indemnités prud'homales, c'est une demande de chefs d'entreprise, de TPE, par exemple, et de PME.
Vous disiez que les grands gagnants vont être les patrons des grandes entreprises, mais il y a des demandes de chefs d'entreprise sur le marché du travail aussi, de PME par exemple. Mais j'étais en débat avec la CAPEB de Saône-et-Loire cette semaine et je peux vous dire que le ressenti sur le terrain est bien différent que les ressentis parisiens. Donc pour en revenir quand même à cette réforme-là, ça va être le chaos social, le CDI va être mis en danger, le droit du travail qui protège les salariés va être mis en cause, les salaires vont être effondrés et puis les chômeurs aussi vont être contraints d'accepter n'importe quel travail qui ne fera référence à aucun domaine de compétences qui leur sont propres. Est-ce que, Monsieur Patria, j'ai une question pour vous. Oui, dans ce projet de réforme du travail, j'ai pu lire que Monsieur Macron visait à suspendre le versement des indemnités chômage à partir de 2 refus d'offres raisonnables d'emploi. En période de chômage de masse, où les Français peinent à trouver un emploi pérenne, qu'est-ce que vous entendez véritablement par offre raisonnable d'emploi? C'est pas un peu des propos généralistes et simplistes quand même? Je veux bien répondre, mais moi je suis heureux de voir que le Front National est plus à gauche que la France Insoumise. Que vous découvrez la pauvreté, que vous découvrez la misère sociale, que vous en vivez. Ça fait 40 ans que nous défendons les Françaises et les Françaises et les travailleurs. Mais que vous n'apportez aucun remède. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, moi je pense aussi à tous ces chefs d'entreprise qui ont quoi aujourd'hui? Qui veulent créer de l'emploi. Qui attendent quoi? Des carnets de commandes, qui attendent du travail et qui veulent embaucher des gens et qui n'ont pas envie, manifestement, de licencier des gens. Ils préfèrent les garder. Et pour ce faire, il leur faut 2 choses. Il leur faut de la visibilité, des marchés et de la sécurité. Et quand leur apportant de la sécurité, parce que demain, moi, de caper les prud'hommes demain, c'est pas quelque chose qui me choque par là, parce que le harcèlement sexuel n'est pas concerné par ces choses-là, etc. Les fautes graves. Mais par ailleurs, le fait de n'avoir aucune visibilité. Moi, j'ai dirigé une association qui, parce qu'elle a perdu 500 000 euros au prud'homme, enfin de 3 salariés, a déposé le bilan, a mis 22 personnes au chômage et a laissé 150 jeunes sur le carreau. Monsieur Patria, il y a parfois où il faut... Non, je ne vous ai pas interrompu. François Patria termine. Donc, après, sur les offres... Vous allez nous péter les plafonds de temps. En contrepartie, vous avez oublié de dire qu'en contrepartie des 2 offres qu'ils proposaient, il y a le chômage pour tout le monde. Le chômage pour les artisans, le chômage pour les agriculteurs, le chômage pour les indépendants. Le chômage pour les indépendants. Ils auront droit au chômage. Ce sera dans les mesures qui seront prises très prochainement et dans les lois de finances. Allez, en contrepartie, un mot d'Alexandre Maury. On y revient, François Patria, après, mais Alexandre Maury. Oui, juste notamment sur la question des prud'hommes. Vous êtes au courant quand même que les prud'hommes, c'est en cas de licenciement abusif. Oui. Donc vous avez peut-être dû verser avec votre association des sommes aux prud'hommes, c'est probablement parce qu'il y avait un licenciement abusif. Donc on ne peut pas se permettre de chiffrer. Les comportements délictueux qu'il peut y avoir. Je ne prends pas seulement l'exemple de votre association. Pardonnez-moi juste un mot, mais pour l'instant on ne sait pas ce qu'il va y avoir quand même dans ces ordonnances, puisqu'on a un calendrier et des rendez-vous. En même temps, quand vous entendez le Front National qui parle de précarisation des salariés et qui dit que c'est une loi pour le grand patronat, il est plus à gauche que vous, François Patria. Parce que Marine Le Pen dit elle-même qu'elle ne veut pas augmenter les salaires. Alors moi, je suis très content de voir Monsieur Patria dire que les entreprises ont besoin d'un carnet de commandes. C'est le constat qu'on dresse depuis des années. Sauf que pour qu'il y ait un carnet de commandes, il faut que les gens puissent consommer. Il faut donc qu'ils aient les moyens de consommer et donc augmenter les salaires. Marine Le Pen disait elle-même qu'augmenter le SMIC, c'est une mesure bolchevique, je crois. Enfin, bref, elle employait des vieilles anciennes un petit peu de l'extrême droite. Ensuite, sur la forme aussi, sur les ordonnances, parce que venons aussi sur cette forme-là. Les députés En Marche montrent bien qu'ils vont être totalement inutiles à l'Assemblée, puisque leur premier vote, ce sera de dire « aujourd'hui, on ne vote plus ». Ou à la rigueur, on dira oui ou non. Moi, je suis désolé, j'attends d'un député autre chose que de dire oui ou non. J'attends un débat éclairé qui permette ensuite de prendre une position qui soit tranchée pour la nation. Et enfin, je prendrai aussi sur la question de l'indemnité chômage. L'indemnité chômage aussi, qui sera concernée par cette réforme. En gros, vous voulez changer totalement le mode assurantiel aujourd'hui du chômage, l'assurance chômage, en faisant peser pas sur la CSG, donc sur une assiette beaucoup plus large, donc sur les retraités. Un retraité qui gagne 1 200 euros de retraite, qui perdra 300 euros par an. Et il gagnera 800 euros de taxe d'habitation. Donc il aura gagné 500 euros. Apparemment, il n'y a que 80% des villes qui seront concernées. À Hélène Pélissard. Alors, il y a des mesures de droite qui doivent vous plaire quand même. Oui, non, mais moi, qu'on libère le droit du travail et qu'on rende la France plus compétitive, ça me paraît non seulement nécessaire, mais absolument indispensable. Donc, c'est pour vos électeurs qui fait ça maintenant, Emmanuel Macron ? À 3 jours des législatives ? Non, mais moi, Emmanuel Macron avait ça dans son programme depuis le début. Ça fait partie, et je l'ai dit, des réformes que nous pourrons voter.
Bien évidemment. Voilà, vous savez, la France aujourd'hui a un PIB manufacturier de 8%. C'est-à-dire que 8% de la valeur que l'on fabrique en France, c'est nos entreprises, ce sont les entreprises de fabrication. C'est 22% en Allemagne. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien libérer le travail, il faut donner aux entreprises la possibilité d'embaucher, de prendre des marchés. Donc, il est indispensable d'aller là-dessus. Bien. Qu'est-ce qui enferme le travail aujourd'hui? Enfin, moi, j'ai vraiment une question. Vous parlez toujours de libérer le travail. Qu'est-ce qui l'enferme? Ce qui enferme le code du travail, vous savez pourquoi il est aussi épais? On parle toujours de l'épaisseur du code du travail. C'est parce que le MEDEF, notamment, il met des exceptions. Le code du travail, il est très simple. La durée du temps de travail, le salaire, la protection, la santé. Point. Le reste, c'est les exceptions qui créent cette fameuse... Eh bien, écoutez, il faut supprimer un certain nombre d'exceptions et c'est ce qui va se passer. Les exceptions, en général, on peut même peut-être faire un contrat de travail unique. Ce sont des exceptions patronales. Non, pas du tout. Non. Là, vous n'êtes plus tout à fait d'accord. Ah, non, bien. Pas vraiment. Voilà, donc c'est le genre de réforme sur lequel on peut suivre, effectivement, il peut y avoir des majorités sur certains projets. En revanche, et vous avez dit vous-même, c'est 4,8 milliards par an que de donner l'assurance chômage aux indépendants et aux indépendants et aux agriculteurs. C'est 4,8 milliards. Ça, nous, on voudrait savoir comment vous le financez. Je vous dis, la France ne peut pas continuer d'aller dans le mur. Alors, vous avez pensé on va peut-être faire... moi, je voudrais entendre Nicolas Baudin à propos des ordonnances. Vous avez dit tout à l'heure que les ordonnances vous choquaient. Mais les ordonnances sur la loi travail vont permettre de gagner du temps quand même. Vous ne pensez pas que c'est une bonne chose? Non, mais gagner du temps, il faut imaginer que le débat parlementaire va se résumer à la semaine du 24 au 28 juillet, avec une adoption définitive de ces ordonnances à la fin du mois de septembre. Donc il faut imaginer avec une grande assemblée où Emmanuel Macron serait potentiellement grandement majoritaire, un débat avec des nouveaux députés sur une semaine sur un sujet aussi important que cela. On aurait pu faire 2 mois de débat, je pense que la France s'en serait remise. Mais il y a eu des débats qui ont duré 1 an dans le quinquennat précédent et ça a été quand même beaucoup reproché. Les Français avaient l'impression qu'en fait rien ne se passait, rien n'avançait. Les Français ont détesté la loi El Khomri, mais je pense qu'ils vont vraiment haïr encore plus les ordonnances. Alors c'est vrai que ce qui est quand même surréaliste, c'est qu'on est à 3 jours du premier tour des législatives et là on parle d'un texte qu'on n'a jamais vu. Bernard Cazeneuve a déclaré hier, à propos des ordonnances et du Code du travail, attention, pas de faux procès, il faut être responsable et honnête. Au PS, vous n'êtes donc tous pas franchement en ligne sur... Non, on est responsable et honnête, sauf qu'on demande simplement pour l'instant à voir le texte. Et globalement, il faut imaginer que le journal Le Parisien lundi sort une version du texte qui n'était pas la bonne, Libération ce matin ressort une version, c'est toujours pas la bonne. C'est quoi c'est laquelle la bonne, François Patria? C'est laquelle la bonne? C'est laquelle? François Patria, dites-nous, c'est Le Parisien ou c'est Libération? Le président est élu depuis 1 mois. On sait qu'à la fin de l'été, les ordonnances seront prises, que les textes seront appliqués au début de l'année 2018. Et que le seul jugement qu'on pourra porter, c'est si, au bout de ce débat, que nous voulons véritablement raccourci, parce que je vous l'ai dit, les chômeurs n'attendent pas, les jeunes n'attendent pas, ils ont besoin de travailler aujourd'hui, n'attendent pas, et vous voudriez que ça dure, pour qu'ils attendent, pour qu'on continue de voir monter le chômage de masse. Vous le souhaitez, parce que vous vous en repaissez. Je ne vous ai pas interrompu. Vraiment ? Donc, le texte de loi qui sera le bon sera celui qui va sortir du Conseil des ministres. Et puis l'Assemblée et le Sénat vont siéger tout le mois de juillet, peut-être même jusqu'au 4 ou 5 août, et puis ils vont siéger tout le mois de septembre. Rassurez-vous, on aura le temps de débattre. Et les élus La République En Marche ne sont pas là pour tout accepter. Ils amenderont, ils discuteront, ils débattront. Je vous coupe, François Patria, pour qu'on avance dans cette émission, en rappelant que vous êtes avec nous dans ce grand débat des premiers tours des élections législatives en Bourgogne et en Franche-Comté, avec nos 5 invités. Autre thème de cette entre-élection, finalement, présidentielle législative, la moralisation de la vie publique. On va rappeler qu'on se situe dans la foulée aussi de l'affaire Fillon, Catherine. Alors, des détails sur ce texte. Alors, le ministre... Non, bien sûr, mais je nous mettais en perspective. Et je me doutais que vous alliez me reprendre. C'était pour voir si vous alliez réagir. Pour voir si vous étiez en perspective. Voilà. Le ministre de la Justice, François Bayrou, a présenté son projet de moralisation de la vie publique jeudi dernier, il y a donc 1 semaine. Alors, les points clés que j'ai retenus, c'est interdiction de recruter un membre de sa famille pour un parlementaire et pour les membres du gouvernement aussi, etc., etc. Suppression de la réserve parlementaire.
sujet à tellement de fantasmes, un système de remboursement en frais réels et non plus donc des indemnités de frais de mandat versées tous les mois. Une peine d'inéligibilité de 10 ans maximum pour toute personne qui aura commis fraude fiscale, favoritisme ou corruption ou détournement de fonds publics. Et puis surtout, interdiction du cumul dans le temps, c'est-à-dire que les députés, les sénateurs et les élus d'exécutifs locaux ne pourront plus exercer plus de 3 mandats consécutifs dans le temps. Dans la même fonction. Dans la même fonction. Oui. Alors, Alexandre et Maureen, vous êtes pour tout ça, forcément, vous êtes contents. Alors, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais il y a également des choses qui ne vont pas assez loin. Vous parlez, par exemple, de la limitation à 3 mandats dans le temps. Pourquoi pas 2 ? Nous, on suit les recommandations de l'association Anticor, qui propose de mettre 2 mandats successifs maximum. Ça se passe pour le président de la République, par exemple, depuis 2008. Il est limité à 2 mandats. On voit qu'il est en capacité de mettre une politique en place. Il y a également d'autres choses. C'est qu'il y a d'énormes manques, notamment sur la question des lobbies. Comment ? Vous direz à M. Mélenchon. Mais je lui dirais, il n'y a pas de problème. Mais 2 mandats successifs, vous savez, les pratiques qu'il avait quand il était au Parti Socialiste, ce ne sont pas les pratiques que nous aurons dans la 6e République. Donc il y a énormément de manques aussi sur la question des lobbies. Rien n'est fait pour limiter les lobbies et les liens qu'il pourrait y avoir entre certains lobbies et les hommes politiques. Mais dans le fond, je ne pense pas que ce soit une loi qui permettent de redonner confiance, parce que cette loi ne s'appelle pas loi de moralisation, c'est une loi pour redonner confiance dans les institutions démocratiques, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit une loi qui redonne confiance. Il y a 2 choses. Il y a avant tout une espèce d'éthique personnelle aussi des élus, et il y a aussi le côté, quand vous avez vous-même écrit les règles du jeu, vous avez confiance dans ce jeu-là. C'est pour ça que nous, on appelait aussi à une constituante, à une 6e République, parce que ça peut participer d'une... Mais non, ça ne viendra pas, oublions. Mais on peut encore la mettre à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien qu'il y a la loi constitutionnelle qui le permet. Oui. La constitution de la 5e, vous voyez, elle peut avoir des avantages, c'est de passer à la 6e. Donc on peut très bien, imaginer que le passage à la 6e République soit également un énorme signal pour retrouver confiance dans les institutions. Ça n'en prend pas le chemin. Lilian Noireau, on va dire, la corruption éventuelle des élus, c'est un argument fréquent du Front National. C'est une réponse, ça ? Le Front National qui n'échappe pas forcément à toutes les affaires. C'est un constat. Je ne reviendrai pas sur les affaires. On en a assez débattu pendant la campagne présidentielle. Sur ce projet de loi de moralisation de la vie politique, Marine Le Pen, la justice tranchera et encore une fois, un non-lieu en sortira vainqueur. C'est bien d'agir pour la moralisation de la vie politique. Monsieur Patriat, on est tous d'accord. Mais ce serait bien que Monsieur Macron exige déjà la démission de M. Ferrand. M. Ferrand qui, durant la campagne présidentielle, s'est fait le chantre de la moralisation. Et puis maintenant, les affaires lui tombent dessus. Je pense encore à Madame de Sarnez. Donc un pays moralisé, c'est quand le peuple est déjà respecté. Et le peuple, il sera respecté quand déjà on instaurera une véritable proportionnelle. On aura recours au référendum et non pas à la gouvernance par ordonnance ou par un 49-3. Quand on respectera également le pluralisme politique. Sur ce projet en lui-même, il y a des choses qui sont bien. Moi, je pense à un sujet que vous avez omis, c'était la banque de financement. J'ai pas pu tout dire. C'est un très bon point parce que le Front National, quand même, est le seul parti politique qui s'est vu refuser des emprunts bancaires pour l'élection présidentielle et dont les candidats aux élections législatives ont encore eu des refus établis par les établissements bancaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il manque par contre des choses, je pense notamment à la lutte contre les conflits d'intérêts et encore le fait d'interdire la technique du pantouflage qui consiste à ce que certains conseillers qui sont dans le public passent dans le privé, reviennent. Donc je pense qu'il faut aller plus loin et bien évidemment les députés patriotes à l'Assemblée nationale veilleront attentivement à travailler, à œuvrer en ce sens. Un mot, François Patriat, sur Richard Ferrand, bien sûr, puis vous allez tout dire. J'écoute les donneurs de leçons, c'est extraordinaire. Non, mais moi, je me suis... Il y a plein de gens qui ont demandé l'arrêt de François Fillon. Beaucoup de gens n'ont pas compris que Richard Ferrand continue. J'ai entendu vos questions. Vous savez, reconnaissez-moi une chose, je me suis plusieurs fois sur ce plateau. Jamais une seule fois, j'ai commenté l'affaire Fillon. Parce que moi, je ne m'érige pas ni en juge, ni en censeur, ni en donneur de morale. Ces affaires regardent les élus, leur conscience et la justice. Et en aucun cas, moi, je ne me sens censeur. Je vais dire, à titre d'exemple, vous dire que moi, j'ai jamais embauché. On me le dit. Il paraît que j'ai 101 ans de mandat cumulé. Vous vous rendez compte ? Je suis 98e en France. Ouais, donc, il est temps que la loi Macron soit là pour faire disparaître les élus de mon genre. Et je m'y applique. Mais
Moi, je n'ai jamais embauché personne. Je n'ai pas attendu d'avoir 65 ans pour savoir qu'il ne fallait pas embaucher un conjoint. Qu'il ne fallait pas embaucher un conjoint. Ce que vous faites tous mes bois. Je ne suis pas là en termes de morale. Donc, je pense que pour demander la démission aujourd'hui de M. Ferrand, les choses sont claires. Si M. Ferrand, demain, la justice dit qu'il a fait un manquement délictueux à la justice, il quittera immédiatement le gouvernement. Tant qu'on est sur des allégations aujourd'hui de la presse, c'est pas normal qu'on demande à quelqu'un de démissionner sur des allégations. Voilà, quand elles ne sont pas délictueuses et qu'elles ne sont pas illégales. Voilà. Donc, vous vous érigez en censeur, regardez-vous autour de vous, faites de vos attachés parlementaires qui travaillent au Parlement et non pas pour votre parti, et comme ça, vous pourrez donner des leçons. Vous irez voir Madame de Sarnez également. Madame de Sarnez, elle est aujourd'hui simplement mise en cause parce que votre leader régional est allé, comme une grande balance, essayer de dénoncer les autres pour s'excuser des autres. Ce que vous faites, on a simplement voulu rétablir un 2 poids 2 mesures. Pourquoi le Front National serait traité ainsi alors que tous les partis politiques le font? Sauf qu'apparemment, Madame de Sarnez nie tous les faits, porte plainte contre vous. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas, je dis simplement les choses telles que je les vois. Voilà. Nicolas Baudin, est-ce que Richard Ferrand devait démissionner? Je pense que juridiquement, Richard Ferrand n'a pas l'air coupable de ce que je lis. Moralement, effectivement, il devrait vraiment se poser la question. Et je pense que ça pose un vrai problème en tant que membre du gouvernement, étant donné les missions qu'il occupe. Mais à la limite, c'est un débat personnel qu'il doit avoir avec lui-même. Donc c'est pas moi globalement d'établir. Ça hypothèque l'impact de la loi sur la moralisation, d'une certaine manière, oui, cette conjonction des deux choses? Oui, ça fait extrêmement mauvais genre de par la concomitance des faits. Juste un fait quand même, par rapport au renouvellement de la vie démocratique, c'est quand même la loi Hollande du quinquennat précédent sur le non-cumul des mandats. C'est-à-dire la nouvelle Assemblée, effectivement, il y a un nouveau parti avec des centaines a priori de députés, mais surtout c'est le non-cumul des mandats qui se met enfin en place et qui a été voté sous le quinquennat de... Quand on dit le non-cumul, il faut expliquer, c'est un mandat de député incompatible avec, voilà, les députés maires, les sénateurs avec président de conseil départemental, etc. Juste un manque quand même par rapport à la loi Bayrou, je pense globalement qu'on aurait pu réduire également le nombre de parlementaires, sénateurs et députés. C'était l'un des projets d'Emmanuel Macron. Voilà. On touchera au Sénat. Il y en aura. Non, mais pour répondre un petit peu à mon collègue et ami, le problème n'est pas là, c'est que quand même la vraie nouveauté dans les candidats aujourd'hui, c'est quand même bien En Marche qui le fait. Il n'y a que 25 députés sortants qui sont aujourd'hui investis par En Marche. 50% des nouveaux candidats viennent de la société civile. Ça veut dire de gens qui ne vivaient en aucun cas de leur mandat. C'est le seul parti à le faire. Il y a les ouvriers dedans. 87% de cadres. Hélène Pélissard qui attend sur la moralisation de la... Oui, on laisse la parole à la seule femme autour de cette table, s'il vous plaît. Monsieur Bertria, il me semble qu'il n'y a que 180 candidats sur les 500 et quelques que vous avez... 525. Sur les 525 que vous avez investis, qui n'avaient aucun mandat. Non, mais donc, j'entends par société civile, madame, non, quelqu'un qui ne vit pas de l'argent public. Oui. Aujourd'hui, quand on est maire d'une petite commune et qu'on a 200 € par mois, je considère qu'on ne vit pas de l'argent public. Quand on est conseiller général, non plus. Mais donc ceux qui vivent, ce sont qui ont des gros mandats, des exécutifs et des mandats parlementaires. En Franche-Comté, vous avez quand même très largement recyclé des socialistes. On pourrait égrener leurs noms, si vous voulez. Denis Sommer, Barbier, Madame Brulebois dans notre circonscription, qui est chef de file au conseil départemental des socialistes. 25, non mais ça fait beaucoup. Pas la Franche-Comté. En Franche-Comté, si vous voulez, on a beaucoup de socialistes. Parce qu'ils sont très bons. Moi, Monsieur Ferrand, me semble-t-il, est convoqué chez le juge pour atteinte aux biens et manquement aux devoirs de probité et aux règles du code de la mutualité. Même M. Cahuzac avait été appelé à démissionner par M. Hollande. Il est incompréhensible que vous gardiez M. Ferrand. Ça, c'est le premier point. Alors, sur la moralisation de la vie... Vous avez gardé longtemps M. Fillon, hein. Sur la moralisation, vous avez dit tout à l'heure que vous ne portiez pas de jugement. Non, mais il n'a pas pu s'empêcher. C'est parce que vous en avez servi une. Sur la moralisation, oui, mais les Français attendent ça. Les Français ont besoin de reprendre confiance dans leurs hommes politiques. Bien, donc il faut moraliser la vie politique. Alors, sur les épouses, moi je pose la question, qu'est-ce qu'on fait des maîtresses? Qu'est-ce qu'on fait des concubines? Je crois que François Bayrou a dit qu'il ne s'occupait pas des maîtresses dans la présentation de la loi. Est-ce que Madame Royal aurait pu être ministre de Monsieur Hollande avec cette loi? Il faut faire très attention. Il ne faut pas, si vous voulez, réagir comme ça, rapidement, à des Il faut positions... juste que je dise pour les téléspectateurs peut-être de Bourgogne qui vous connaissent moins que les Francs-Comtois que vous êtes l'épouse de Jacques Pélissard, député maire de Lons-le-Saunier. Exactement.
Voilà. Exactement. Alors, vous vous sentez particulièrement concerné quand on attaque les femmes, les épouses. Et je travaille bénévolement à ses côtés. Et je sais ce que c'est de travailler bénévolement ou pas avec un... Vous êtes aussi élu quand même. Je suis aussi élu. En même temps, pardonnez-moi, mais vous dites qu'il ne faut pas faire dans l'urgence. Mais enfin, ça fait quand même depuis le début de la Ve République qu'on n'y a pas touché à ce statut. Donc, on ne peut pas dire que ce soit précipité. Aujourd'hui, quand vous regardez un contrat d'assistant parlementaire, on doit dire le nombre d'heures qu'il fait, où, dans quelle permanence. Je veux dire, il y a des moyens de contrôle. Donc, c'est sensible ce que vous dites sur les assistants parlementaires. Non, mais il est évident qu'un assistant parlementaire doit travailler. Ça, personne ne vous dira le contraire. Maintenant, à dire qu'il faut aller sur une interdiction... François Fillon, visiblement, dit le contraire. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. C'est un problème, quand même. Très, très clairement. Bon, on ne va pas refaire l'affaire Fillon. Non, justement, j'en profite pour... On ferait bien de s'occuper de l'affaire Ferrand aujourd'hui. Voilà. Alors, on va passer à la suite. On passe à la suite, je vous le rappelle, dans ce débat, ce grand débat Bourgogne-Franche-Comté du premier tour des élections législatives. Il y a une dimension internationale, vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de l'émission. Vous dites Emmanuel Macron fait la campagne, on ne le voit pas beaucoup avec les candidats. En revanche, Emmanuel Macron, il a fabriqué du symbole dans cette entre présidentielle législative. On l'a vu avec Vladimir Poutine, on l'a vu au soir du retrait de Donald Trump des accords de Paris, on va dire prendre la tête du monde écologiste. Est-ce que les Français veulent ça, Alexandre Morin, un président un peu gaulliste qui a de la stature internationale? Et est-ce que de votre point de vue, Emmanuel Macron, il fait ça parce que c'est ça qui va aussi lui faire gagner les législatives? Je pense qu'il incarne aujourd'hui la fonction du monarque présidentiel, donc ça, il rentre totalement dans ces habits-là. Sur la défense des accords de Paris, il me semble quand même que c'est le minimum syndical, si je peux me permettre, de la part du président de la République française. Ouais. Mais enfin, François Hollande ne le faisait pas de cette manière-là. Oui, mais il y a beaucoup d'effets de communication. Pas avec un message en anglais. Voilà. Ça avait quand même de toute façon, si vous voulez que les Anglais vous comprennent, il faut aussi leur parler en anglais. Je pense que c'est aussi une base. Par contre, voilà, il y a énormément d'effets de communication, mais il y a aussi énormément de manques, au-delà de la communication. Emmanuel Macron, chantre du mouvement écologiste, ça fait rire vraiment. Enfin, c'est terrible. On ne parle jamais du nucléaire pour Emmanuel Macron. Les perturbateurs endocriniens, il n'en parle jamais. La question des pesticides, il n'en parle jamais. Bref, il a une communication qui peut paraître écologique grâce à Donald Trump, parce que Donald Trump lui rend énormément service, mais dans le fond, il n'y a rien du tout. Et sur la posture internationale, ce qu'il a fait avec Vladimir Poutine, je salue. Jean-Luc Mélenchon avait toujours dit qu'il fallait parler avec la Russie pour régler les conflits. Que ne nous a-t-on pas dit ? On nous a accusés d'être des poutiniens, d'être des suppôts, des dictateurs, etc. Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait ça, lui déroule même le tapis rouge. Et là, tout le monde le félicite. Très bien. Là-dessus, en tout cas, c'est très bien. Il faut reprendre le dialogue avec la Russie. Nicolas Baudin, ces premiers pas internationaux d'Emmanuel Macron, est-ce qu'ils vous plaisent, est-ce qu'ils vous bluffent ou pas du tout? Non, ils sont très, très réussis. Je pense que c'est une réussite, que ce soit avec Trump, que ce soit avec Poutine, que ce soit au niveau du sommet européen. En même temps, il a bien posé les problèmes, parce que contrairement à ce que vous disiez par rapport à Mélenchon, il souhaitait aussi revenir potentiellement sur le problème des frontières de la Russie et de la Crimée, ce qui est quand même un autre débat. Donc je pense qu'il incarne bien, et puis c'est vrai qu'on est dans un système médiatique, donc c'est vrai qu'actuellement c'est le plus jeune président de la République au monde, donc ça c'est toute une nouvelle génération, notamment avec le Premier ministre canadien. Donc je pense que les Français sont aussi contents de ce rajeunissement, puisqu'on n'a pas eu depuis des décennies un président aussi jeune. Le dernier, ça va être Giscard. Lilian Noireau, que pensez-vous de ces premiers pas internationaux? Ces premiers pas, tout d'abord, on se rend compte que le système médiatique n'a eu de cesse post-présidentiel et puis encore aujourd'hui à encenser Emmanuel Macron, en faire le chouchou des médias. Donc non, bon. Et vous devez ramer contre ça dans cette campagne des législatives, vous, sur le terrain, par rapport aux Français? Pas du tout. Moi, la campagne des législatives sur le terrain, dans ma circonscription, tout se passe bien dans ma circonscription, je ne vois pas le candidat parachuté en marche. Sur la question du climat, et puis dans d'autres circonscriptions également. Sur la question du climat, bien évidemment que nous regrettons la décision de Donald Trump, mais je pense qu'il faut également saluer la décision qu'il a prise. Il a tenu une de ses promesses de campagne. Vous saluez et vous... Je regrette parfaitement le retrait de l'accord de Paris, mais par contre, je salue le fait
que Donald Trump ait tenu une promesse de sa campagne. Je sais, Monsieur Patria, que le fait d'avoir des nations souveraines, ça vous dérange. Ça vous dérange. C'est la Terre qui est souveraine. Sur la question des climats, ça pose un autre problème. C'est le fait de rompre avec la mondialisation sauvage. Pour protéger le climat, il faut déjà revenir à un système de production qui est local. Il faut repenser à une écologie orientée vers la relocalisation. Il faut cesser d'importer des produits qui nous viennent d'ailleurs, que nous pourrions produire localement et qui ne respectent notamment aucune clause environnementale et sociale. Et il faut également voir plus loin. On oublie dans cet accord et sur la question de l'écologie en elle-même, le développement de la filière hydrogène, qui est trop souvent oublié, ou encore les circuits courts. Et ça, ce sont des propositions que nous défendrons, la filière hydrogène, des circuits courts. Hélène Pélissard, est-ce que vous êtes, comme la presse, comme le dit Lilian Noireau, bluffée par la stature internationale d'Emmanuel Macron? Non, mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il a été très bon face à Donald Trump. Bon, ceci étant, il ne faut pas non plus mettre sur un piédestal l'accord de Paris, parce que rappelez-vous, tout le monde a dit que l'accord de Paris n'était pas si extraordinaire que ça. Chaque pays, jusqu'en 2022 ou 2025, fait exactement ce qu'il veut. Et il n'y aura de contraintes qu'après. Donc, l'accord de Paris était un petit accord et n'était quand même pas la grande on aurait dû faire mieux, ça c'est vrai, mais c'était un très grand accord. On aurait pu faire beaucoup plus. Il est absolument pas contraignant. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que c'était un très bon accord? C'était un très grand accord. Pas contraignant du tout. Le fait que les États-Unis se retrouvent désormais avec la Syrie et puis je crois le Nicaragua comme seul pays non signataire. Alors effectivement, Donald Trump respecte ses engagements électoraux, mais c'est quand même une aberration de vous entendre dire ça vis-à-vis des 7 milliards d'habitants sur cette planète quand même. C'est un risque majeur et donc ça veut dire quand même que moi j'incite les Français à aller voter parce qu'en résumé en votant pour n'importe qui, on se retrouve avec ce genre de décision, c'est-à-dire qu'une personne à la tête d'un pays de 250 millions d'habitants peut se permettre de dire eh bien moi à titre personnel Donald Trump je romps la COP21. Je trouve ça extrêmement grave. Donc la démocratie a un prix. Moi monsieur, je reproche à la COP21 de ne pas avoir été assez forte et de ne pas avoir été assez loin. Et de ne pas avoir été assez loin. Bon, voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si on veut que notre pays soit respecté, il faudra qu'il prenne des mesures en interne qui lui permettent de redresser ses finances. Et là, on sera écouté. Eh bien, vous me donnez l'enchaînement pour François Patria. Le président préside, là, avec cette image. Présider, c'est pas gouverner. François Patria. Pour l'instant, Emmanuel Macron ne gouverne pas vraiment. D'abord, je voudrais quand même dénoncer une fait, c'est qu'au nom de la souveraineté, on peut mettre à mal la vie de la Terre et la survie de la Terre. Au nom de la souveraineté d'un pays. J'entends ça. Vous avez dit, répétez la souveraineté. Au nom de la souveraineté, on peut mettre en danger la vie de la Terre. D'un président qui a été élu démocratiquement. Qu'est-ce qui est jugé aujourd'hui? L'attitude du chef de l'État depuis son élection. Je crois que les Français, à la fois, le découvrent, l'approuvent et commencent même à l'aimer. Je ne fais pas ici de la macromania. Mais ce que je regarde, c'est que les gestes, tout chez Emmanuel Macron est pesé, calculé et réfléchi. Quand il remonte les Champs-Élysées sur une voiture militaire, il donne à la défense sa primauté. Lorsqu'il va voir les soldats blessés à Clamart, c'est au terrorisme qu'il s'adresse. Quand il rencontre Mme Merkel, c'est à l'Europe qu'il s'adresse aussi. Et chacun, vous savez, l'ensemble de vos confrères ont salué, moi je les vois à Paris et ailleurs, chaque jour, ces 15 premiers jours considèrent aujourd'hui comme un sauf de la façon dont il est respecté aujourd'hui. Admiré par Mme Merkel en tant que chef d'État chancelière, par aujourd'hui le discours de fermeté qu'il a eu vis-à-vis à la fois des Américains et des Russes, la façon dont au G7 il s'est imposé naturellement, tous ceux qui doutaient avant de lui en disant mais attendez, il connaît l'économie, il est trop jeune, il n'a pas d'expérience, il n'a pas été élu, il ne connaît pas le régalien, aujourd'hui sont contraints de remarquer que dans ce domaine, dans le domaine régalien où on le contestait beaucoup avant, eh bien il fera de même avec son programme demain. Alors, on avance dans cette émission avec un dernier chapitre, c'est un peu de projection. Dimanche, premier tour des législatives. On va vous remontrer à nouveau, alors on arrête de parler de camembert. Moi j'aime bien cette expression. Oui, d'accord. Ce sondage, en rentrant un peu plus dans le détail du sondage, 385, 415 pour La République En Marche, on est d'accord, c'est des projections, 100, 125 pour la droite, 25 à 35 pour le PS, 12 à 22 pour la France Insoumise, 5 à 15 pour le Front National. D'autres sondages donnent des fourchettes un peu différentes, on va dire, mais on est globalement dans les mêmes équilibres. L'expression qui revient, c'est plein pouvoir. Alexandre et Maureen,
même s'il y a des variations, à 3 jours d'une élection, c'est rare que les sondages se trompent autant. Il va avoir les pleins pouvoirs, Emmanuel Macron. C'est le risque, en tout cas, mais je le répète, là on a une intention de vote sur un premier tour. Oui, on est bien d'accord. Donc, mais le risque, en tout cas, oui, c'est clair, c'est d'avoir un monarque républicain qui dispose des pleins pouvoirs pour faire son programme. On en a parlé tout à l'heure, notamment sur la réforme du marché du travail. Donc c'est pour ça que nous, on part du principe qu'il faut envoyer un maximum de députés insoumis. Pourquoi ? Parce que nous allons porter les questions sociales, écologiques et institutionnelles dans cette assemblée. Mais vous êtes quand même bien seul dans cette campagne. Vous n'êtes allié ni avec le PC, parce qu'entre vous et le PC, c'est... Mais vous savez, il y a 7 millions de gens qui ont voté pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, je le disais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune raison qu'ils ne revotent pas une seconde fois pour ce programme. Si, la raison, ça peut être par exemple les candidats du Parti communiste. Déjà. Écoutez, qui ont fait campagne avec vous pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais les communistes n'ont pas le même programme que nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne se sont pas alliés avec nous. Ils ont fait ce choix-là, très bien. Nous, en tout cas, on est en cohérence et on porte exactement le même programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Donc on part du principe que les gens qui ont aimé une fois le programme, ils vont l'aimer une seconde fois également. Et tout est ouvert. Si les 7 millions de personnes votent pour les candidats insoumis aux législatives, nous pouvons être au deuxième tour dans 80% des circonscriptions. Alors, je parlais tout à l'heure de l'après-débat manqué de Madame Le Pen. Est-ce que le non-choix de Jean-Luc Mélenchon, quand il a dit « je ne voterai pas Macron, je ne vote pas machin, etc. », ça a été très confus, ça a été très flou. Oui, il a dit qu'il ne prenait pas position, etc. Est-ce que ça, vous ne pensez pas quand même que ça a déçu une partie justement de vos 7 millions d'électeurs ? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense pas parce que moi j'ai énormément de gens qui disent aussi merci, enfin, il n'y a pas un état-major parisien qui nous a dit il faut voter ça, sinon vous êtes des grands méchants. Et je répète en même temps que Jean-Luc Mélenchon a déclaré dès le début, dès le vendredi en tout cas, pas une voix à Marine Le Pen. Donc pour tous ceux qui poussent aussi des cris d'orfraie en disant il a tardé pour dire pas une voix à Marine Le Pen, etc., je rappelle que Lionel Jospin en 2002 n'a parlé aussi que le vendredi. Et ça, personne ne l'a relevé. Il était un peu assommé quand même. Comprenez que nous aussi, on a eu aussi une petite déception, je ne vous le cache pas. Comme je le disais tout à l'heure, on est passé pas très loin. Mais bon, voilà. Donc la position, moi je suis aussi fier d'être dans un mouvement où on respecte les positions des gens. On part du principe que, bien entendu, pas une voix au Front National, parce que c'est totalement incompatible avec nos valeurs. Nous sommes humanistes, nous sommes républicains. Mais à partir de ce moment-là, il y a plusieurs options qui sont ouvertes et il n'y a aucun anathème qui est jeté. Ça va se reposer, pardonnez-moi juste pour terminer, ça va peut-être se reposer aux élections législatives, cette question-là. Mais c'est pour ça que nous, on ne veut pas que cette question se repose. Avec des candidats du Front National au deuxième tour et vous qui n'y serez peut-être pas dans certains cas. Et inversement, mais comme c'est vous convient, c'est à vous que je pose la question. De toute façon, on part du principe que les Français sont adultes, les Français sont majeurs. On n'a pas besoin de leur donner des ordres ou des consignes. Ils savent ce qu'ils avaient à faire. Je pense que tous ici, ou même tous ceux qui nous regardent, à 20h01 savaient ce qu'ils voulaient faire pour le second tour. Ils n'ont pas eu besoin de consignes de la part de Jean-Luc Mélenchon, de Cambadélis, de Fillon, etc. Ça a un peu fluctué quand même dans les enquêtes d'opinion. Je pense pas. Hélène Pélissard, plus d'une centaine de députés pour la droite, disent les sondages. Alors ce ne sera pas énorme par rapport... Et est-ce qu'il y aura peut-être 2 groupes aussi à l'intérieur ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous, avec un point d'appui, c'était ce matin, je crois, Alain Juppé, qui va soutenir... une candidate d'En Marche. Voilà. Non, mais écoutez, Jean-Pierre Raffarin qui ce matin chantait les louanges d'Emmanuel Macron sur une chaîne d'information continue. Oui, non, mais on a été sonnés, si vous voulez. Il y a 6 mois, on devait gagner cette élection législative sans difficulté. On va pas revenir sur ce qui s'est passé. On aura 5 ans pour le faire. Non, moi je me projetais plutôt. Voilà. Non, on a été sonnés. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est possible qu'on parte parfois un petit peu en bande désorganisée. Mais il est important. Qu'est-ce qui serait un bon résultat pour vous ? Le plus de candidats élus possible. Parce qu'on a vraiment l'assentiment qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion chez vous. Ce que je voudrais dire aux électeurs aujourd'hui, c'est que une assemblée monochrome, c'est très mauvais. Il faut que le débat politique se fasse à l'Assemblée nationale et pas dans la rue. Et si nous avons que des députés macronistes, le débat se fera dans la rue. Donc, moi, j'appelle véritablement les électeurs de la droite et du centre à revenir vers la famille politique. Nous avons été privés d'une élection présidentielle. Alors, peut-être un peu de notre faute, peut-être de la faute des autres. Ça, c'est une question qu'on va pas trancher aujourd'hui. Mais nous avons été privés d'une élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, il faut que les électeurs et les électrices fassent confiance à nos candidats. Nos candidats, ils seront
constructifs. Lorsque est-ce que ça veut dire que dans ce groupe, les Républicains, je repose la question de Lilian autrement, est-ce qu'il y en a qui soutiendront Macron et d'autres qui seront opposants à Macron? Moi, je vous ai dit, je pense qu'on va vers des majorités de projets et pas des majorités de partis. On soutiendra un bon projet de loi. On soutiendra de bonnes idées. On soutiendra tout le travail qui va être fait pour libéraliser l'économie. On dira à M. Macron, non, au niveau du financement et de vos réformes financières, de votre loi de finances, il faut faire différemment, il faut imposer plus de... Nos efforts. Il faut imposer plus d'efforts. Je pense que ça sera très, très nécessaire. Donc, il faut que les Républicains puissent être présents dans cette Assemblée et parler avec le Président de la République. Il est là pour 5 ans. Il y a François Patria qui voudrait quand même bien vous répondre. Qui montre sa montre. On doit conclure en 1 minute chacun. Non, il reste 6 minutes d'émission. Il reste 6 minutes, j'en prendrai une simplement. Ici, vous avez 4 cas de figure. Vous avez le Front National et la France Insoumise qui sont dans l'opposition. Ils sont donc, eux, contre la politique du gouvernement. Ils le disent, ils vont le faire. C'est pas avec ça qu'Emmanuel Macron va avancer. Madame Pélissard, elle est pour la cohabitation. Elle veut qu'on donne une majorité à la droite classique, la cohabitation, c'est-à-dire la stérilisation, et qu'on ne pourra pas avancer. Les socialistes et peu d'autres, ils sont pour le soutien à la carte, c'est-à-dire tout ce qui va aller bien, on va le voter, mais les ordonnances, on ne votera pas. Mais moi, je suis pour une majorité pour le président, pas monarque républicain. Ce que je veux, c'est que le président réussisse, qu'il réussisse les réformes sociales, les réformes économiques, dans la justice et dans l'équité et dans la liberté. Et je jugerai le chef de l'État à la fin de son mandat sur 2 critères. 1, si le chômage a régressé. 2, si le Front National a régressé. Sur ces 2 critères-là, c'est cela qui sera jugé par les Français. Et pour ça, il n'a pas besoin d'opposants, il a besoin d'une majorité. Il y a 5 ans, le PS nous disait qu'il allait déjà juger sur la diminution du chômage. Là-dessus, vous avez échoué. Donc, moi, je vais vous dire, la cohabitation, je ne parle pas de cohabitation. La cohabitation, c'est de l'affrontement. Moi, je vous dis qu'on peut avoir... C'est ce que dit M. Barouin, il veut être Premier ministre de M. Macron. Mais M. Barouin... C'est ce qu'il dit, M. Barouin. Il était en de côté hier, il l'a dit. Monsieur Barouin peut vouloir être Premier ministre. Qu'importe, c'est le président qui choisira son Premier ministre et qui choisira à l'issue des élections quelle sera la formation qui... Il a déjà choisi pour 5 ans. S'il a choisi pour 5 ans, très bien. Il ne changera pas après les législatives. Non. D'accord, voilà une information. Lilian Noireau, oui. Alors vous serez dans l'opposition ferme. Nous serons une opposition ferme face au projet néfaste porté par Emmanuel Macron. Je pense notamment et tous les projets vont être néfastes. à cette réforme du Code du travail. Mais nous serons également une force de proposition. Parce que quand j'entends autour de cette table, que ce soit Mme Pélissard, qui se revendique clairement macro-compatible, mais les électeurs français, les électeurs français ne doivent pas se tromper. S'ils glissent un bulletin Les Républicains, ils glissent un bulletin Emmanuel Macron. Donc moi, j'invite tous les électeurs à glisser un bulletin patriote en votant pour Marine Le Pen et les candidats du Front National, qui permettront d'être la seule et unique opposition face à Emmanuel Macron. Vous ne serez peut-être pas une grosse opposition, parce qu'un groupe, c'est 15 à l'Assemblée. Dans un certain nombre de sondages, la fourchette peut vous placer en dessous des 15. Exemple, Marine Le Pen, elle est en bonne position à Hénin-Beaumont. Gilbert Collard, il est en position très difficile dans le Gard. Se pose la question de la vie politique actuelle et du pluralisme. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place de la proportionnelle à toutes les élections pour que toutes les sensibilités politiques puissent être représentées. Quand on représente 11 millions d'électeurs, c'est intolérable qu'on n'ait actuellement que 2 députés. Donc bien évidemment, j'appelle tous les Français à voter massivement pour les candidats patriotes, qui seront les seuls à défendre la souveraineté nationale face à l'ultralibéralisme et à la candidate et au projet mené par Macron, à agir aussi face au terrorisme, parce qu'on n'en a pas parlé du terrorisme. On avait prévu d'en parler, mais il va falloir combien d'attentats avant de considérer le fondamentalisme islamiste comme un totalitarisme. On vous coupe parce qu'on gère les temps de parole et Nicolas Baudin est très très en retard. Alors pour nous, une opposition bienveillante, au cas par cas, on votera les différents textes, notamment celui sur la loi de la moralisation de la vie publique de Bayrou. Donc ça, c'est effectivement une très bonne mesure. D'autres mesures sont très intéressantes. Le nombre de 12 élèves par classe en zone d'éducation prioritaire, c'est une très bonne mesure, mais il faut expliquer comment financièrement les mairies le financent.
Simplement, en quelques mots, il est important qu'il y ait beaucoup de députés socialistes. Entre le mélenchonisme et le macronisme, il y a les socialistes et le socialisme a un véritable avenir. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne doit pas se satisfaire d'une majorité. Non, parce que sur les ordonnances, on souhaite globalement qu'il y ait un débat parlementaire. Ne dites pas que vous êtes dans la majorité présidentielle. Est-ce que le Parti socialiste joue un peu sa peau sur ces législatives? Si vous êtes très peu, non, j'ai dit précédemment que c'était au cas par cas, suivant les textes, sur les ordonnances, qu'on souhaite qu'il y ait un débat parlementaire. Il serait intéressant aussi de dire aux Bourguignons et aux Franc-Comtois combien il y a de classes de CP en ZEP en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y en a pas beaucoup. Les parents vont être un peu étonnés de voir que les classes sont toujours aussi surchargées. De la France, oui. Il nous reste plus beaucoup de temps. 2 minutes d'émission. Un mot sur la participation de votre point de vue. Elle va être faible, la participation, dans ces élections Alexandre Morin, vous le sentez comment Elle risque d'être faible. En même temps, partout, on annonce que le résultat est déjà joué d'avance. Donc forcément, ça n'engage pas les gens à aller se déplacer. Donc c'est pour ça que nous, on dit, surtout, ne donnez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc il faut se mobiliser. Je le répète, 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon peuvent, en tout cas, mais je le redis parce que compris le message. Mais c'est un chiffre important. C'est un chiffre important. Il faut se mobiliser. Tous les citoyens à aller voter, parce que voter, on se retrouve parfois avec des élus comme Donald Trump aux États-Unis. On voit les conséquences que ça a. Donc voter, c'est extrêmement important et c'est un devoir civique. Donc il est encore le temps d'aller voter ce dimanche pour les 2 tours. Et sur la participation, Hélène Pélissard aussi, vous le sentez comment ? Eh bien, j'appelle tous les électeurs à aller voter et à mettre un gros bleu dans l'Assemblée nationale de façon à ce que nous puissions avoir un débat démocratique fort, intelligent, qui fasse avancer la France. Si la participation est faible, François Patriat? Non, je ne souhaite pas du tout. Je souhaite que le maximum de Français apportent leur soutien massivement et qu'ils le montrent au succès d'Emmanuel Macron. Voilà. Bien, Noiro, vous, il y a le risque que vous perdiez un certain nombre d'électeurs populaires sur cette participation en belge. Moi, j'invite tous les électeurs patriotes partout en France à se déplacer massivement dans les urnes pour aller glisser un bulletin pour les candidats Front National qui sont la seule et unique opposition face à Macron. Et je vous coupe. Merci à tous les 5 parce que c'est la fin de ce débat. Merci à tous les 5 d'avoir répondu à notre invitation. Plus que quelques jours de campagne. On vous rappelle que la soirée électorale, bien sûr, pour ne rien rater, en Bourgogne et en Franche-Comté, ce sera chez nous sur France 3. Et on se retrouve dimanche, Catherine. Merci à tous les 5. Bonsoir à tous. On va encore passer une soirée ensemble. Au revoir. Au revoir.